Coucou David, c'est finalement un mail complet que je t'envoie. Tout est là. C'est le plus long mail que je n'ai jamais écrit. Même si certains passages sont difficiles, il se devait d'y être. Rien de plus, rien de moins que ce que j'ai vécu. Janvier 1998 sonne comme une date qui changera ma vie à jamais. J'avais 23 ans. J'apprends que j'attends un enfant, un bébé surprise, comme j'aime les appeler. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui à nouveau mettre en lumière le parcours de quelqu'un, de l'un d'entre vous. Pour développer un sujet qui est délicat, qui est cruel et qui arrive à bon nombre d'entre vous. C'est le deuil de la perte d'un enfant. Comment faire face au deuil, je pense, le plus dur, le plus intense. Celui qui va briser votre cœur, celui qui va vous meurtrir à la perte d'un enfant. L'être humain n'est pas constitué pour perdre un enfant. Le cycle de la vie fait que logiquement, les parents partent avant les enfants. Malheureusement, pour les circonstances diverses et variées, parfois les enfants partent avant les parents, qui fait que pour les parents, c'est extrêmement compliqué. Ces deuils sont compliqués car c'est une partie de vous-même que vous allez perdre. On s'y attend pas. On n'y est pas préparé. Comment se préparer à la mort d'un enfant? Culpabilité, révolte, injustice, haine, colère. Besoin de réponse. Le pourquoi. Les pourquoi. Je pense que tous les parents, tous les papas et les mamans que vous êtes, préféreraient mourir à la place de leur enfant. Mais c'est pas ce qui est prévu. C'est pas ce qui est vécu. Les remords, les regrets, revenir dans le passé, refaire quelque chose, on ne peut pas. C'est pas possible. Il y a à peu près un an, j'ai rencontré Audrey, une femme hors du commun. C'est pour ça que j'ai choisi de m'inspirer de son histoire, de vous lire son mail, son témoignage, pour mettre en lumière ce délicat sujet. Vous avez été nombreux à me demander de parler de la perte d'un enfant. Et du coup, je ne me voyais pas faire ça tout seul. Il est intéressant d'avoir un vécu pour apporter une profondeur, une authenticité. C'est pour ça que j'ai fait appel à Audrey. Il y a un an, lorsque j'ai rencontré Audrey, je dis waouh, cette femme, elle a un long parcours, elle a un sacré parcours, et elle a vécu des choses qui sont lourdes. Mais quelle classe! Vraiment quelle classe! On s'est croisés plusieurs fois avec Audrey, et à chaque fois, elle m'a espanté par des prises de conscience où elle arrivait à faire volte-face et à changer d'attitude. Prise de conscience parce qu'elle était prête, parce que c'est une femme courageuse, pleine d'amour pour ses enfants, pour ses proches, pour elle, pour les autres. Et l'envie de se relever, de ne pas rester les genoux à terre, de ne pas rester à plat ventre, malgré la perte de son enfant, de son bébé. Je vais vous lire son mail. J'espère que son parcours, sa force de vie, sa remise en question, ses choix, ses prises de décision, son courage, sa volonté, son amour, permettra peut-être d'en inspirer certains et de vous accompagner vous aussi, comme elle a su le faire. J'apprends que j'attends un enfant, un bébé surprise, comme j'aime les appeler. Esteban n'a à l'époque que quelques mois, et c'est avec joie que je démarre cette nouvelle grossesse. Autour de moi, les enfants naissent presque à la chaîne. J'ai 8 frères et sœurs, et il me tardait à mon tour de mettre au monde ceux qui formeraient mon clan, ma petite tribu, ma petite famille. Mon rêve de petite fille était d'avoir une grande famille. Et je me plaisais à imaginer une maison pleine d'enfants, de rires et de cris, de jeux, de sorties, de câlins à l'appel, d'amour et de je t'aime à n'en plus finir. Mon histoire avec son père est pleine d'amour immense. Quand je lui annonce que nous allons avoir un enfant, c'est aussi avec joie qu'il accueille la nouvelle. Les semaines passent et je ne sais pas pour quelle raison, David change de comportement. Il devient distant, fuyant et un soir, c'est le clash. Il cherche la dispute, finit par la trouver et dans la foulée me quitte. Partant sans se retourner, me laissant avec mon ventre qui prend forme, j'étais alors enceinte de 4 mois. Ce bébé qui grandissait en moi allait sûrement naître sans papa. Mais j'étais prête à assumer, à faire face. Vous allez voir qu'Audrey, du début à la fin, dans
toutes ces années qu'elle va retranscrire, elle va faire face à beaucoup d'imprévus en se disant mais les éléments se déchaînent contre moi, qu'est-ce que j'ai fait au monde et quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pour ça que son parcours est, je trouve, admirable. Elle n'a jamais cessé d'y croire et elle s'est toujours relevée face à ces difficultés. Je vivais à cette période un petit appartement du centre-ville d'Aix-en-Provence, un appart chaleureux mais qui allait vite devenir trop petit pour nous trois. Ma mère vivait avec mon plus jeune frère tout près de chez moi et c'est naturellement qu'elle m'a proposé de venir les rejoindre avec mes enfants. Ma mère avait une très bonne relation avec Esteban, elle a assisté à sa naissance et quand il est né, avant que l'autre grand-mère ne rentre dans la salle, elle a tenu à lui faire le premier bisou. Elle ne voulait pas être la deuxième en bonne marseillaise qu'elle était. Je m'installe donc à quelques rues de mon ancien appart chez ma mère avec mon frère et mon père qui n'était présent que du lundi soir au mardi soir. Le reste du temps, il vivait à La Ciotat où il travaillait. Mes parents n'étaient pas séparés. Ils ont fait ce choix à un moment donné pour que ma mère profite un max de ses petits-enfants. Elle voulait les voir grandir, les bisouiller. Sur ce déjeuner, elle avait une préférence pour les garçons. Et si un bébé naissait avec trop de cheveux ou pas très joli, elle se moquait. C'était ma mère. Elle ne savait pas faire semblant et ne savait pas mâcher ses mots. Quand des fois ça aurait été nécessaire. Ce qui a pu me mettre à de nombreuses reprises dans des situations inconfortables. Ah, c'est mère, c'est terrible. L'été 98 est marqué par le mondial, la fameuse année où les Bleus ont gagné. À la deuxième écho, je ne savais pas si j'attendais une fille ou un garçon. Tout ce que ce charmant bébé nous montrait était ses fesses. Ma mère me disait, c'est un garçon, regarde comme il bouge quand tu regardes les matchs, et de toute façon, tu ne peux pas me faire une fille. Le temps suit son cours, et ma mère et moi préparions tranquillement la venue de ce nouveau bébé. C'est à 8 mois de grossesse, à la dernière écho, que ma pépette nous dit bonjour. J'étais super contente, j'avais mon petit garçon, et j'allais voir ma petite fille, le choix du roi, comme on m'a souvent dit, à mes enfants. La grossesse se passait bien, tout était parfait. La date d'accouchement était prévue pour le 29 octobre. Esteban attendait aussi le bébé. Il a passé de nombreuses nuits couché sur mon ventre. Il couvait sa sœur, c'était trop mignon. Il manquait encore à choisir un prénom. Et même si ma mère voulait un petit gars, elle voulait que je l'appelle Émilie. Elle se mêle souvent de tous les mamans, c'est terrible. Je fouillais partout, tout était source d'inspiration. Les génériques de films, les livres, les pubs, enfin tout ce qui pouvait énoncer un prénom. Et c'est finalement en flânant sur un marché avec ma mère au détour d'un stand que le prénom de ma fille m'a sauté aux yeux. Un marchand proposait des bracelets de cuir avec le prénom inscrit dessus. Et là j'ai vu Jessie. Et je dis à ma mère qu'elle s'appellerait ainsi. Un week-end d'octobre, les premières contractions sont arrivées. J'ai réveillé ma mère, appelé le père d'Esteban, et c'est avec mon grand frère que j'arrive à la maternité, suivi de près par ma mère, qui malgré le fait que c'était une fille, voulait être présente. À mes côtés, pour voir naître mon deuxième enfant. À 9h07, le 25 octobre 1998, Jessie est venue au monde. Un magnifique bébé de 3,380 kg. En pleine forme, pleine de vie, aucune complication avant la naissance ni pendant. Tout était parfait, je venais de donner la vie à mon deuxième enfant, j'étais comblé. C'est naturellement comme pour Esteban que j'allais allaiter Jessie et après les quelques jours passés à la maternité, nous voilà de retour à la maison. Cet après-midi-là, quand j'ai couché mes enfants pour la sieste, tu ne peux même pas imaginer la fierté qui m'a envahi. Je les ai regardés tous les deux, couchés, pas très loin de l'autre, un sourire aux lèvres, fière d'admirer mes enfants, heureuse d'être maman. Eh ouais, les joies de la naissance, malgré les circonstances, l'absence du papa, le fait d'être obligé de retourner chez ses parents, elle a son fils, elle a sa fille, Audrey est comblée par la vie. C'est un instant de bonheur, une belle naissance, une belle maman. Le jour de mon retour de la maternité, pendant le goûter, Esteban, qui avait un bout de pain à la main, s'étouffe. Prise de panique, je fais ce que je peux pour l'aider. Ça a l'air de passer, mais je préfère, n'étant pas loin de l'hôpital, l'y conduire. Quand j'explique ce qui venait d'arriver au médecin, il décide de faire des examens, poussés pour voir si rien n'est coincé. Christophe, le père d'Esteban, reste avec lui un moment, le temps que je file rejoindre ma mère afin d'acheter rapidement des biberons et du lait pour Jessie. On passe la nuit à l'hôpital et en rentrant le lendemain, ma mère me dit qu'elle s'est régalée avec ma fille. Elle a mis le couffin près de sa machine à coudre pour l'avoir sous les yeux en permanence.
Elle l'a câliné, changé, nourri toutes ces heures où je n'étais pas là. Elle m'a dit « Ta fille n'est pas comme les autres filles. Elle, je l'aime. » Elle me parle avec ses yeux. Les yeux d'un enfant. Esteban, qui n'avait que 13 mois, était d'une douceur avec sa sœur. Chaque fois qu'il passait près d'elle, il lui faisait une caresse. Quand je l'allaitais, il venait près de moi et lui faisait un câlin ou un bisou. Nous étions heureux, rien de plus. Jessie a maintenant 3 semaines et son nez coule. Elle semble enrhumée. N'étant pas très loin de la visite du premier mois, je l'amène chez mon médecin de famille. Il nous reçoit le lundi 16 novembre. Un peu tard, il était presque 19 h. Il me dit de ne pas m'inquiéter, que tout va bien. Ma fille a pris du poids. Rien de méchant pour son nez qui coule. Le lendemain soir, une toux apparaît. Je ne suis pas trop inquiète, puisqu'elle a vu le médecin la veille. Le jeudi 19 novembre, la toux est toujours là, avec des vomissements importants. Avec ma mère, on décide de consulter un autre médecin. Ce nouveau médecin se pointe à la maison en fin de journée, ce jeudi. Il me dit qu'il n'est pas inquiet lui non plus, mais que si le lendemain les vomissements persistaient, il était préférable de conduire ma fille à l'hôpital, juste pour éviter une déshydratation. Ce que je fais dès le vendredi matin. À l'hôpital, nous sommes reçus par un interne en pédiatrie et examine ma fille. Quand je la dévêtis, il constate des boutons sur son torse. Il va donc chercher un pédiatre pour avoir l'avis d'un supérieur. En voyant rentrer le médecin en question, je me sens rassuré parce que c'est le docteur qui a sorti d'affaire mon neveu qui, bébé, faisait de l'apnée du sommeil. Il examine à son tour Jessie et me dit que tout va bien. La présence des boutons est signe de fin de maladie. 200 grammes manquent à son poids depuis la pesée du lundi, mais il me dit que ça arrive très souvent quand les enfants ne sont pas pesés sur la même balance. Il me prescrit un médicament contre la toux et un autre contre les vomissements et me dit que je peux rentrer, mais que si ça ne va pas mieux durant le week-end, je peux revenir. Ma mère est étonnée de me voir rentrer si vite, mais je lui explique ce que les médecins m'ont dit et j'attaque le traitement. Durant le week-end, la toux et les vomissements ont quasi disparu grâce au traitement et c'est confiante que je termine cette semaine. Tout va bien en apparence jusque-là. Le lundi 23 novembre au matin, je change la couche de ma fille et je constate qu'elle n'a pas fait pipi de la nuit. Ma mère inquiète rappelle le doc qui était passé le jeudi et il nous demande de passer à son cabinet. Quand il voit Jessie, il change de tête et me dit de courir aux urgences. Je ne comprends pas ce qui se passe puisque jusqu'à présent, tout le monde me dit que tout va bien. Jessie avait l'air fatiguée durant le week-end, mais je pensais qu'elle récupérait doucement. Le médecin avait visiblement appelé les urgences, puisqu'en voyant arriver ma fille dans les bras, des infirmières m'ont rejoint et m'ont pris très vite Jessie, qui s'est retrouvée en soins intensifs. J'explique alors à un premier médecin mon parcours de la semaine, et quelques minutes plus tard, l'interne qui m'avait reçu le vendredi matin vient me voir en faisant mine de ne pas me reconnaître. J'insiste, en lui disant que c'est bien lui qui m'a dit 3 jours avant que tout allait bien. Il se passe encore quelques heures avant que le chef de service vienne me voir. Il m'annonce que ma fille a une infection pulmonaire, qu'elle est en manque d'oxygène, mais qu'avec la cloche sous laquelle elle l'est, ça va aller. Il ajoute « Pas que son état soit grave, mais on préférerait la transférer à l'hôpital nord de Marseille. Là-bas, ils sont très bien équipés, mais ne vous inquiétez pas, madame. » Je rentre quelques minutes à la maison pour prendre des vêtements pour Jess, préviens ma mère et file direction Marseille. En arrivant, Jessie est déjà là, en réanimation, dans un petit lit d'hosto en plexi, entouré d'un nombre incalculable de machines. Les personnes que je vois ce soir-là sont encore et toujours rassurantes. Ça va aller, madame. Vers 23h30, j'étais près de Jess, lui tenant sa petite main. Ma fille avait une cloche énorme qui englobait son visage pour lui donner de l'oxygène. Elle a tourné la tête vers moi, m'a regardé, avec un regard qui voulait dire « Aide-moi ». Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Un sentiment d'impuissance qui te prend les tripes, qui te retourne l'estomac. Je ne pouvais rien faire d'autre que lui prendre la main. C'est la dernière fois que nos regards se sont croisés. Une infirmière m'a ensuite conseillé de rentrer, de me reposer un peu, d'appeler quand je le souhaitais et de repasser le lendemain. Quoi faire ?
Quoi faire? Il n'y a rien à faire. Ce n'est être présente, accompagner, aimer, croire. On n'est pas médecin. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évident. À 2 heures du matin, dans la nuit du lundi à mardi, j'appelle et on me dit calmement, ne vous inquiétez pas. On l'a mise sous respirateur, mais c'est juste pour laisser reposer ses poumons. Le mardi 24 novembre, un peu avant 8 heures du matin, j'appelle l'hôpital et je tombe sur le chef du service qui me hurle presque dessus. Quand je lui demande des nouvelles de ma fille, il me répond « Votre fille, vous avez intérêt d'arriver en courant. Sa vie ne tient qu'à un fil. Elle a des abcès dans les poumons. » Après une semaine de visite, Jessie a vu bon nombre de médecins. Ils m'ont tous dit tout va bien. Et là, un docteur qui a l'air de remettre en cause mon rôle de maman, qui croyait que j'étais arrivé comme une fleur à l'hôpital avec ma fille dans cet état, me jette en pleine gueule le réel état dans lequel se trouve Jessie, entre la vie et la mort. En arrivant à l'hôpital, je trouve ce médecin près de ma fille qui me dit quand même qu'il sait que ce n'est pas faute d'avoir vu des médecins. Il avait pris le temps de se renseigner, mais au moment où il m'a parlé au téléphone, il ne savait rien et il a juste aboyé et il m'a juste broyé. Début d'après-midi, ce mardi 24, on me propose un traitement qu'il me présente comme un dernier espoir de la sauver. Une énième machine qui filtrerait son sang. On me fait une décharge que j'accepte. Pendant ce temps, ma mère, qui est restée à la maison, appelle un avocat, demande aux personnes qui me rejoignent de récupérer le dossier médical de Jessie avant que les éléments ne soient changés. Et moi, au milieu de tout ça, je suis complètement perdu. J'ai des montées de lait et je demande aux infirmières si elles peuvent me trouver un tireur pour pouvoir continuer d'allaiter ma fille quand elle sortirait. Et ouais, l'espoir. Une maman a toujours de l'espoir, c'est évident. C'est ce qui maintient en vie, je pense. Je ne veux pas croire, je veux garder espoir et je me convainc qu'elle va rentrer à la maison. Je passe la nuit de mardi à mercredi sur place. Les personnes présentes se relaient auprès de Jessie. Le mercredi 25 novembre, un électroencéphalogramme est passé à Jessie dès le matin. Le tracé est droit, mais personne ne dit rien. Et je ne pose pas plus de questions que ça. Peur de la réponse. Sans doute. Je reste près de ma fille sans lui parler. Juste des caresses. Effrayé par toutes ces machines qui sonnent un coup oui, un coup non. En descendant près d'un café, je tourne la tête vers la boutique et me dirige vers le rayon peluche. J'étais en train de réaliser que ma pépette n'avait aucune peluche près d'elle. C'est Dumbo l'éléphant, avec sa plume à la trompe et la souris sur le chapeau, qui m'a attiré. Et c'est celle que j'ai achetée. Pendant que je décris ce passage, David, je réalise la symbolique de Dumbo. Le bébé éléphant qui vole. Ma fille s'était envolée. C'est un message. Je viens de le comprendre ce soir. Je pense que oui. Ma belle-sœur, ma sœur et mon frère arrivent. Jusqu'à présent, je n'étais entouré que de quelques amis. Pour aller voir Jessie, il y a ce couloir étroit où l'on doit s'équiper, tel des cosmonautes. C'est avec mon frère que je m'y retrouve. Dans cette salle, tous les deux, complètement perdus, un psy nous rejoint. Il me dit « Racontez-lui son histoire. » C'est important. J'ai été incapable d'ouvrir la bouche, incapable de prononcer un mot. Tout ce que je faisais, c'était lui tenir la main, la câliner et la regarder. Sa jambe bougeait de temps en temps. Je me disais, elle réagit, ça va aller. Une machine se met soudainement à sonner, sans s'arrêter. Je reste étonnamment calme, pensant à un fil qui aurait bougé. J'attendais que les médecins arrivent pour couper la sonnerie. Mais mon frère, lui, était beaucoup moins serein. La panique l'envahissait. Il me disait, va chercher le médecin, il y a un problème là. Je pense que tout mon être s'était mis en mode sécurité.
Tout va bien se passer. Jessie va rentrer. Faut être patient. Comment peut-on se préparer à laisser partir son bébé? Comment accepter que l'on passe les derniers instants près d'elle? C'est juste pas possible. Quand on met un enfant au monde, la logique veut que l'on s'en aille avant eux. On a la tête pleine de projets, d'avenir. Pas de préparation inacceptable. Ma belle-sœur nous rejoint. La règle de 2 personnes à la fois venait de sauter. Le médecin lui dit Pardon. Le médecin lui dit, si elle fume, qu'elle aille fumer. Emmenez-la boire un café, mais qu'elle ne reste pas là. Et il parlait de moi. On descend à la cafétéria, et là on me dit que les médecins veulent me parler. Quand on franchit la porte de réanimation, 2 médecins m'attendent, adossés contre la porte d'accès, au couloir, et m'annoncent, sans même avoir le temps de faire un pas supplémentaire, que c'est fini. Il est 17h30, ma fille est partie. Elle avait tout juste 1 mois. Je n'étais pas près d'elle. Elle est partie sans moi à ses côtés. J'ai su plus tard que Kevin, mon frère, l'avait accompagnée. Il était resté à ses côtés, pendant que les médecins m'avaient envoyé ailleurs. Que vous soyez présent ou pas, c'est pas un hasard. Ça rendra peut-être plus difficile le départ de votre enfant si vous n'êtes pas présent, ou ça peut être également plus difficile de l'être. En tout cas, il y a tant de chances qu'il y ait une culpabilité qui ressort de ce moment-là. C'est ce qu'il va devoir falloir accueillir, accepter, pour le dépasser et le laisser derrière. Comment accepter de vivre sans ma fille? Comment accepter tout ce qui vient de se passer? Je ne suis même pas bien sûr de réaliser ce que je viens d'entendre. Cette nouvelle va l'abasourdir, bien évidemment, perte de repères. Un vide, un cœur brisé. On me demande si je veux qu'elle voie un curé. Je ne sais pas. On me demande si j'ai des vêtements. Je ne sais pas. On me demande si je veux la voir. Bah oui. Puis, d'un coup, on me dit que mon avocat est en ligne avec le médecin. Quel avocat? Je n'en sais rien. Je comprends rien. Quand je peux enfin retrouver ma fille, elle est dans ce petit lit, en plexi, mais plus aucune machine, plus de bruit autour d'elle. La première chose que je fais en la voyant, c'est de me jeter sur elle, pour la prendre dans mes bras. Mon bébé est dans mes bras, mais son petit cœur ne bat plus. Son corps est sans vie. J'avais besoin de prendre une dernière fois ma fille contre moi, de l'embrasser et de la câliner encore un peu. Je fais mes dernières caresses à ma pépette. C'est dans mes bras que son corps s'est raidi et que le froid l'a envahi. Les médecins sont là, avec des papiers en main. Ils me posent des questions, mais tout ce qui sort de ma bouche, c'est je ne sais pas. Ma mère, de son côté, avait mis un bordel pas possible. Elle était en grande souffrance et, tel un rouleau compresseur, écrasait tout sur son passage. Elle voulait que ma fille rentre à la maison, voulait qu'on récupère le dossier médical, avait déjà appelé les pompes funèbres pour préparer comme elle avait décidé. Avait appelé le photographe de la maternité qui devait me porter l'album de naissance pour tout annuler. C'est donc dans ces conditions que ma fille est revenue à la maison. À peine la porte franchie, par ce pauvre gars qui avait à peine 24 ans, le chauffeur du camion funéraire, ma fille dans ses bras. La musique du film Titanic a démarré. Ma mère avait posté mon père près de la chaîne IFI, le doigt sur le bouton lecture, et c'est durant 3 jours que cette musique a tourné. Elle a demandé au gars de déposer Jessie dans son couffin et la giclée de la maison. Ma mère, la grand-mère de Jessie, était en train de préparer ses adieux. À ce moment, ce n'était plus ma fille. Je n'étais plus la sienne. Elle souffrait terriblement et ne se posait aucune autre question que ce que elle voulait faire.
Mon fils et mon petit frère étaient là, au milieu de toute cette souffrance. Jessie dans son couffin, sans vie, et moi éteinte. Commencent alors les questions. Comment doit-on s'organiser? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qui doit-on appeler? Ma mère avait déjà tout programmé. Elle me dit que Jessie sera incinérée et que ses cendres seront déposées sur la cheminée. Il n'était pas question pour moi de vivre ça, et j'ai dû, d'un coup de pied dans la table basse, imposer mon premier choix à ma mère. Je l'ai laissé aller voir le curé. Ma fille a pu être enterrée pas très loin de chez moi, le jeudi 26. Le docteur de famille appelle ma mère et lui dit que je veux passer le voir, qu'il a préparé l'ordonnance. Il voulait me foutre sous cacheton pour traverser cette terrible épreuve. J'ai refusé catégoriquement. J'avais Esteban qui était là, son premier enfant, bien en vie, et qui allait avoir besoin de moi. J'ai répondu à ma mère que je ne prendrais rien. Mon médecin, c'est mon fils. L'enterrement a lieu le vendredi 27. J'entends encore le bruit de la terre qui tombe sur ce tout petit cercueil. Ma réaction en rentrant à la maison a été de me changer. J'ai remis mes vêtements de tous les jours, mené Esteban dans sa chambre et j'ai joué avec lui. C'est compliqué de faire face à tout ce que Audrey a pu vivre, sans oublier son fils qui est vivant, qui a besoin d'elle. Comment faire face à sa mère et à lui faire comprendre, malgré son délicatesse liée à sa souffrance, ce n'est pas à elle de gérer les choses, mais à Audrey. Dans un moment de lucidité, de courage, comme souvent, Audrey va prendre les décisions qui s'imposent et qui s'avéreront avec le futur être les bonnes décisions. Je pense que quand tu vis une épreuve pareille, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a celle que tu as. Celle qui te permet de ne pas sombrer. Il n'y a pas à réfléchir, à vouloir faire plaisir à quelqu'un. La seule personne qui compte, c'est toi, qui t'a choqué. Personne ne sait par quoi tu passes. Personne ne peut comprendre les mécanismes qui se mettent en place chez toi pour rester debout. En regardant mon fils, ma seule pensée était « je ne veux pas le faire souffrir ». Et j'ai fait ce que j'ai pu pour limiter la casse. Sourire devient un exercice compliqué. Mais comment montrer à l'enfant qu'il te reste autre chose que des larmes? On se met en mode survie. On pleure seul dans son lit. On lui fait autant de câlins que possible. Avec au fond du cœur le sentiment que ces câlins sont partagés. Partagés avec ce bébé qui, un mois avant, faisait de moi une mère comblée. Il y a toutes ces affaires, figées dans la chambre, le couffin vide près de la machine de ma mère, les biberons dans la cuisine, les couches dans la salle de bain, les vêtements à laver et ceux à ranger. Que doit-on en faire? Ma mère voulait tout jeter, brûler le couffin dans la cheminée. Moi, je ne me résignais pas à me séparer de toutes ces choses qui lui appartenaient. Comme si en gardant tout, elle pouvait revenir, que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un affreux cauchemar. L'acceptation de la dure réalité, c'est l'une des étapes. Accueillir le drame et l'accepter avec le temps. Du coup, il n'y a pas de bonne attitude ou de bonne réaction. Comportez-vous comme vous pouvez vous comporter. Allez à la juste attitude, je pense. J'ai sauvé ce que j'ai pu des mains de ma mère et 15 jours plus tard, je déménageais à 25 km de là. Dans cette chambre, j'entendais encore ma fille tousser. Ma mère, pas par cruauté, mais parce qu'elle souffrait, était en train de m'enlever mon rôle de maman. Comme si je n'avais pas le droit d'être anéanti, comme si les larmes n'avaient pas le droit de couler. Quand je suis parti avec Esteban, elle en a voulu un peu. Mais j'avais besoin de me retrouver seul et pouvoir commencer mon deuil était vital. Seul, c'est le sentiment qui m'a très vite entouré. Les premiers jours, ma famille m'appelait, mais à cette question que l'on me pose sans réfléchir en début de conversation, « Ça va ?» J'ai répondu un jour à ma sœur, à Jennifer, « Non, ça va pas. » C'est sorti tout seul.
Mais je ne comprenais pas qu'on puisse me poser ce genre de questions. Mes frères et sœurs ne m'appelaient que peu souvent, parce qu'ils se foutaient de moi, pas parce qu'ils se foutaient de moi, pardon, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Quasi tous avaient des enfants, des bébés. 2 étaient enceintes. Je n'ai compris que plus tard. De plus dans les deuils, l'entourage, la famille, les amis, parfois même des inconnus, vont avoir des phrases qui vont réveiller des choses en vous. Vous avez le droit de leur en vouloir, vous avez le droit de vous mettre en colère. Vous avez le droit de vivre ce moment comme vous avez envie de le vivre, comme vous pouvez le vivre, pour le libérer et pas pour qu'il s'installe. La colère qui est en vous, l'incompréhension, la révolte, doit être exprimée, vécue pour qu'elle disparaisse. Si vous la gardez à l'intérieur de vous, vous allez la ruminer, vous allez la faire grandir et elle va vous détruire. Du coup, si votre entourage est maladroit, vivez ce que vous avez à vivre pour ensuite comprendre leur attitude. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas un mot qui puisse être réconfortant. C'est compliqué. Un mois après le départ de Jessie, c'est Noël. Les rues sont illuminées, des guirlandes fleurissent un peu partout. Tout le monde se prépare à fêter ce moment en famille. Les gens dehors sourient, cherchent leurs cadeaux. Le contraste est terrible entre ce que je vois et ce que je vis. Cette fête qui devait être pleine de rire et de joie s'annonce sans goût. Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Mais une manque à l'appel, ma fille. Ma mère m'a dit, cette année, on ne fera pas Noël. Pas de crèche non plus, et pas de sapin. Je m'y suis opposé. Il y avait mon frère, qui n'avait que 10 ans, et mon fils, qui aurait 15 mois le jour de Noël. Pas que mon cœur était à la fête, mais je ne me donnais pas le droit de les priver de ce moment. Nous avons donc fait la crèche à la maison, et cette année-là, une chose en plus y a été déposée, c'est la photo de Jessie. Elle serait là, elle aussi avec nous. D'une autre façon, mais présente quand même. L'achat des cadeaux a été une sacrée épreuve pour moi. Ça aurait dû être son premier Noël, et j'ai évité tant que j'ai pu le rayon petite fille. Mais dans ce rayon, je retrouve un couple d'amis. Je me suis avancé pour les embrasser, mais submergé par l'émotion. J'en suis très vite ressorti. Pourquoi fallait-il que je les croise à ce moment précis? Aujourd'hui, je pense que c'était un signe de ma fille. Maman, je suis avec toi. L'approche de son premier anniversaire a été terrible. Comment vivre cette journée sans devenir dingue? La sécurité sociale profite de ce moment pour m'envoyer un courrier me rappelant qu'il faut faire certains vaccins. La goutte d'eau qui me démonte. Je ne comprends pas qu'après 11 mois, il n'est toujours pas pris en compte le décès de ma fille. C'est pas possible. Pourquoi me torture ainsi? Me torture. Oh mon Dieu, je vais la refaire, excusez-moi. Pourquoi me torture-t-il ainsi? Le jour se lève sur le 25 octobre. Je tourne, je vire dans la maison. Et là, je fais un gâteau. Pas de bougie, pas d'inscription dessus. Un gâteau simple. Nature. Et c'est avec mon frère Kevin, sa femme et Esteban que je le partage. Pas de parole, pas d'explication. Mais une énorme pensée pour mon bébé. Bien sûr. Il est évident qu'il y a des dates, des journées, des moments qui vont réveiller des choses en vous. Une fois de plus, vivez ces étapes comme vous pouvez le vivre et faites ce qui vous fait plaisir. Sans culpabilité, sans gêne. On s'en fout de ce que les autres pensent. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça vous fasse du bien. Depuis, chaque année pour son anniversaire, je fais quelque chose avec les enfants. Une sortie, un ciné, une visite au cimetière, n'importe quoi, mais tous ensemble. Ça m'aide à ne pas péter les plombs. Pardon. Malgré ma volonté de ne pas vouloir faire souffrir mon fils, il était inévitable qu'il allait ramasser. Je mangeais peu, je dormais peu et je pleurais beaucoup. Je me contenais tant que je pouvais en présence d'Esteban. Mais quelquefois je craquais. Un matin je le lève et c'est en pleurs que j'arrive dans la cuisine avec lui. Il m'a pris dans ses bras,
Mon fils n'avait que 18 mois et il m'a consolé. Jamais je n'oublierai ce moment. Mais c'est évident, 18 mois. L'amour d'un enfant, le sourire d'un autre enfant, remplacera pas celui que vous avez perdu, mais pourra également vous accompagner sur ce chemin. Ce grand frère, a lui aussi dû faire un deuil, même s'il était petit. C'est évident. Il y a les gens aussi qui croient pouvoir t'aider en te disant une phrase qui leur semble bien. Vaut mieux maintenant qu'après. C'était qu'un bébé. Imagine qu'elle parte quand elle a 15 ans. Des gens qui étaient parents eux aussi. Si on traduit ce qu'ils disent, c'est en fait, toute la grossesse ne compte pas. L'accouchement non plus. Les premières semaines, rien ne se passe. Tu commences à t'attacher à ton enfant quand il a grandi. C'est ça que tu veux me dire? Avant, tu l'aimes pas? Avec ces phrases, c'est encore une fois, tu n'as pas le droit de souffrir de son absence. Et pourquoi? Rien n'est grave, puisqu'elle n'était qu'un bébé. En clair, pleure un bon coup, et ça va passer. Alors là, très personnellement, je pense que ces personnes ne sont pas des amis et qu'ils manquent d'empathie, de compassion. Et qu'est-ce que l'amour parental? On peut se poser des questions, mais c'est très personnel. Il y en a une aussi qui a dit à une de mes belles-sœurs, seule avec 2 enfants, il valait mieux que ça finisse comme ça. Mais à quel moment j'ai demandé de l'aide à cette nana? Ou à quiconque d'ailleurs. C'est elle, levée la nuit pour la nourrir à ma place. L'a-t-elle aimée dès l'instant où j'ai su qu'elle grandissait en moi? A-t-elle traversé qu'une once de ce que j'ai pu vivre? Non. Les gens sont cruels. Ils ne se rendent pas compte de l'impact des mots. Leur vie continue à eux. Ils ont appris pour ma fille et ils ont continué leur quotidien. Toutes ces paroles, il a fallu que je me les bouffe. La rage au ventre et l'envie, parfois, de défoncer quelques têtes. Je n'en ai rien fait. J'ai continué à prendre soin de mon fils, comme je le pouvais. La vie s'acharne quand même. Même les autres vont pointer du doigt tout ce qui est désagréable. Ça fait souffrir, mais ça permettra à Audrey d'exulter tout le mal-être qui est à l'intérieur d'elle. Et elle a une attitude admirable, je trouve. C'est peut-être justement, face à toute cette cruauté, c'est peut-être l'ignorance et le silence. On ne répond pas à la haine par de la haine. Ce serait mettre de l'huile sur le feu. Bravo Audrey. Quelle grande dame, quel cœur. Quelquefois, là, quand la douleur était trop forte, des idées noires me venaient. Et si j'en finissais avec cette vie? Et si j'allais rejoindre mon bébé? Mais un seul regard d'Esteban, un câlin, un je t'aime de plus. Un je t'aime dans ses petits yeux bleus. Et ses idées s'envolaient. Lui n'avait pas demandé à venir au monde, n'avait pas demandé de se retrouver seul, sans mère. Je me suis battu tout ce temps pour rester debout, par amour pour lui. Effectivement, comment ne pas penser à mettre fin à ses jours pour retrouver son enfant, pour être réuni avec son bébé? Audrey a, j'ai envie de dire, la chance d'avoir un autre enfant. Pour ceux qui n'auraient pas cette chance, il va falloir traverser ces étapes en trouvant une autre raison de survivre. Il y a eu aussi l'épreuve du dépôt de plainte. L'avocat que ma mère avait contacté avait entamé les démarches. Je me suis donc retrouvé dans une gendarmerie à raconter le parcours médical de Jessie. Un matin de juin, un gendarme débarque chez moi et me demande si je suis bien la mère de Jessie. Complètement affolé et en panique, je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Jusqu'à ce qu'il me dise que le juge en charge de l'affaire voulait pratiquer une autopsie sur le corps de ma fille. Il voulait savoir dans quel cimetière elle était.
Je lui ai demandé quand ça allait avoir lieu. Il ne savait pas. Je passais très souvent au cimetière. Ça me faisait du bien. Je portais des fleurs, enlever celles qui étaient fanées. Il me semblait que c'était tout ce que je pouvais encore faire pour Jessie. Entretenir cet endroit où son corps reposait. J'ai attendu quelques jours avant d'y retourner, ne voulant pas me retrouver face à tout ce monde qui allait la sortir. Un trou vide. C'est donc un samedi après-midi que j'y retourne. Ils étaient déjà passés. Tout était retourné. J'ai su plus tard qu'ils étaient venus le matin. La vie m'a épargné cette énième épreuve. La vie, ma fille. Elle n'a jamais été bien loin. C'est évident. La procédure suit son cours et je reçois à la maison un premier dossier, les résultats d'autopsie. C'est avec un manque de tact impressionnant que mon avocate m'en fait lecture dans son cabinet. Elle m'explique ce qui va se passer par la suite et me laisse avec ma douleur et ma souffrance. Aucun mot n'est assez puissant pour exprimer ce que je ressens à ce moment. J'ai l'impression d'être un pantin. Je viens d'entendre des choses qui me glacent le sang. Il faut continuer, ne pas sombrer, pour Esteban. 4 années s'écoulent, avec ce besoin de retrouver cet homme, ce papa absent, qui n'a jamais pu faire un câlin à sa fille. Ça devient une obsession pour moi. Je dois le retrouver. Il est le seul être sur Terre à qui je peux parler, raconter tout ce qu'il s'est passé. J'en parle autour de moi et toutes les réactions sont les mêmes. Laisse tomber ce connard, Audrey. Ta fille, il s'en foutait. Chaque année, les semaines précédant son anniversaire sont très dures à vivre. Octobre 2002, et j'habitais Avignon avec Esteban et Samantha, qui avait presque 2 ans. La vie continue. Ne voulant pas déprimer seul avec mes enfants, j'appelle ma mère, qui était retournée vivre à La Ciotat avec mon père, et lui dis que je viens passer les vacances de la Toussaint. Les jours s'écoulent moins péniblement. Je suis entouré, et je mange aussi. Puisque c'est ma mère qui est au fourneau, Je décide, après ces vacances, de ne pas retourner chez moi. Esteban est en maternelle, et Samantha n'est pas encore scolarisée. Un soir, me rendant chez un ami, au bout de cette rue, garé sur le vieux port, il y avait une voiture bleue. Au volant, un homme baisse sa vitre. Il faisait nuit. Je pensais qu'il cherchait son chemin et qu'il allait me demander de l'orienter. L'homme sort finalement de la voiture. Et ce n'était personne d'autre que David, le papa de Jessie. Je me suis arrêté net, ne sachant plus quoi dire, ni quoi faire. 4 ans et demi s'étaient écoulés depuis notre dispute. Cet homme que je rêvais de retrouver, à qui je voulais tout raconter, cet homme était là devant moi. C'est une nuit entière que j'ai pris le temps de lui raconter, détail après détail, tout ce que j'avais traversé. Après cette nuit, la boule au ventre qui me taraillait avait disparu. J'étais soulagé, libéré de ce poids qui me hantait. La seule personne qui était en mesure de soulager un peu ma peine, la seule personne qui me rattachait à ma fille, c'était lui. Il habitait Toulon, savait où mes parents habitaient. Ne sachant pas où me trouver, il était passé par là, dans l'espoir de coïncidence ou pas. Aujourd'hui, je sais que non. Nous n'arrivions plus à nous quitter, et quelques mois après, une grossesse surprise. Mes jumeaux étaient en route. William et Cassandra allaient venir au monde à leur tour. Pardon. Concernant la procédure, 3 médecins sont mis en examen. Un seul passera en correctionnel. Quelques mois avant le procès, je change d'avocate. Elle me demande de venir, de prévoir du temps pour lire tout le dossier, afin que je lui dise si des choses n'allaient pas. Je suis resté 4 heures dans une pièce, seul avec ce dossier énorme. Au milieu de toutes les dépositions, compte rendu et contre-expertise, une feuille avec des photos, puis une autre et une autre. C'était les photos de l'autopsie de ma fille. Je me suis retrouvé face à l'horreur. Comment personne n'avait pensé à les retirer du dossier. C'était mon bébé. Pourquoi
Le seul souvenir qui me reste en sortant ce jour-là, c'est moi, errant sur une place, le regard vide. Ce que j'ai fait après, j'en sais rien. Durant tout ce temps, tout a été fait pour que je craque, que je laisse tomber. Mais j'avais aussi besoin de savoir pourquoi Jessie n'était plus là. Et plus il m'en faisait voir, plus ça me donnait la rage de continuer. Durant le procès, cette fois en compagnie de David, 3 avocats pour le médecin, un seul pour moi, payé avec l'aide juridictionnelle, qui est arrivé en retard. Et c'est un des avocats adverses qui explique au juge qu'elle devait arriver. Finalement, le procureur dira que Jessie n'a pas eu de chance, qu'elle fait partie des pertes tolérées dans les hôpitaux. Je ne savais même pas que ça existait. Le médecin est acquitté. Je ne fais pas appel de la décision. Une page douloureuse se tourne enfin. Quoi faire? Pardon. Comment réagir? On s'acharne? Je sais pas quoi dire en fait. Le parcours d'Audrey est vraiment du début à la fin extraordinaire, mais dans tous les sens, du plus haut au plus bas. Comment peut-on vivre ça? Comment peut-on entendre ces mots-là, prononcés dans un tribunal? Des pertes tolérées par les hôpitaux pour un bébé d'1 mois. Je comprends pas. La médecine a ses limites. Les médecins font ce qu'ils peuvent, j'en suis persuadé. Il y a des personnes extrêmement compétentes. Elles font des métiers extrêmement compliqués. Elles doivent faire face à beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Une grande responsabilité leur incombe. Qui doit payer? Est-ce que quelqu'un doit payer? Je ne sais pas. Pourquoi Audrey doit entendre ces mots-là? Je ne sais pas non plus. C'est pas facile là. Je sais que Jessie a été présente à de nombreuses reprises. Elle s'est manifestée, soit directement, soit indirectement. Sur le moment, tous ces signes, tu ne les vois pas. Tu constates qu'il se passe des choses. Mais tu comprends pas quoi. Il m'a fallu attendre 19 années, octobre 2018, pour tomber sur tes vidéos. Découvrir ce monde exceptionnel dans lequel tu évolues, quand tu prends le temps de nous faire partager avec ce que tu en sais. 19 années pour comprendre que je n'étais pas une mauvaise maman. Que si Jessie n'était pas restée près de nous, ce n'était pas pour rien. Elle avait d'autres choses à faire là-haut. Elle a pris soin de nous tout ce temps, en mettant sur notre route les personnes qu'il nous fallait quand il fallait. Elle n'était pas toute seule. Bien sûr, l'apaisement qui est le mien aujourd'hui, je te le dois. C'est surtout à toi que tu le dois, Audrey, à tes prises de conscience et à ce que tu as su changer et transformer. Je sais aussi que je fais preuve d'une force de dingue pour surmonter le manque, l'absence, l'incompréhension, la cruauté de certains. Cette force, je crois la pouvoir puiser dans l'amour, celui que j'ai porté à mes enfants. Esteban m'a aidé à ne pas sombrer. Samantha m'a permis de pouvoir redire « mes enfants ». William et Cassandra sont nés le 26 novembre. Ils m'ont aidé à vivre le 25 différemment. Au lieu de pleurer, depuis leur naissance, je prépare leur anniversaire. Et Jimmy complète ma petite tribu, en étant un enfant spécial, une sensibilité particulière, un raisonnement bien à lui, une reconnaissance envers moi, dans mon rôle de maman, qui fait chaud au cœur. Je compte plus les fois où il m'a dit « Merci maman pour l'éducation que tu nous donnes. Merci, tu es la meilleure maman du monde. » Des je t'aime dans cette maison, il en pleut à l'appel, des câlins par milliers, des disputes aussi, bien sûr, mais jamais bien méchantes. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est bien connu. Pas de vulgarité entre eux, pas de mauvais coups non plus.
Ils sont là, tous les 5, à évoluer avec moi. Aucun d'entre eux n'est arrivé pour remplacer leur sœur. Personne ne remplace personne. Mais ils m'ont beaucoup aidé. Ces 6 enfants que j'ai mis au monde sur 5 grossesses. Jessie a toujours fait partie de leur vie. Des photos présentes près d'eux. La peluche de Dumbo, qui a tourné de lit en lit tout au long de ces années. Ils savent tous que c'est la peluche de leur sœur. Pardon, j'ai perdu la ligne. Ils savent tous que c'est la peluche de leur sœur, et chacun à leur tour, quand le besoin s'en fait sentir, ils la prenaient pour dormir. On m'a dit, tu as trop de photos de ta fille. Tu vas trop au cimetière. Tu n'aurais pas dû garder ses affaires. J'ai fait comme je l'ai senti. Bah bien sûr. Comme mon cœur me le dictait, personne n'a vécu tout ça à ma place. Et pour chaque épreuve que la vie nous envoie, chacun réagit en fonction de ce qu'il est. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le recul, je me dis que j'ai pas trop mal avancé. La perte d'un enfant, et quel que soit son âge, te change à jamais. C'est une épreuve terrible. La pire chose qu'il puisse arriver à des parents, c'est de porter des fleurs sur une tombe. Une chose qui est certaine aussi, c'est tout ce qui a pu m'arriver après. C'est tout ce qui a pu m'arriver après Jessie n'était que broutille. Je me suis toujours dit, tant que je peux aider, tout va bien. Esteban s'est fait opérer 16 fois en 20 ans de vie. Des heures à attendre derrière la porte du bloc qui me le ramène. Il est évident que ce genre d'opération, 16 fois en 20 ans, va réactiver plein de choses chez Audrey. Une fois de plus, lorsqu'on réactive des blessures, des mauvais souvenirs, c'est pas pour faire souffrir, c'est pour permettre de guérir. J'ai 43 ans, lorsque j'étais gosse, qu'on se faisait mal, on nous mettait l'alcool à 90 sur les plaies pour les cicatriser. Aujourd'hui, on a des produits qui font beaucoup moins mal. Mais moi, lorsque je me faisais mal, je vais aller voir ma mère pour qu'elle me soigne de l'alcool 90 et je voulais pas y aller parce que je savais qu'après m'être fait mal tout seul, le médicament, ce qui allait pouvoir soigner ma plaie, allait aussi me faire mal. Du coup, si la vie réactive les blessures, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour les guérir. À l'image de cet alcool à 90 qu'on n'utilise plus, et heureusement. Des opérations lourdes, mais rien de vital. Décidément. Cassandra s'est fait agresser à l'école par des garçons quand elle avait 10 ans. Et bien d'autres épreuves encore. Mon premier réflexe est de chercher des solutions. On ne peut pas enlever le mal qui a été fait, mais on peut être là pour aider, rassurer, câliner, faire que les épreuves soient traversées avec un poil de douceur. Est-ce que j'aurais agi différemment sans avoir perdu ma fille ? Je pense que oui. Mon seuil de tolérance à la souffrance qui détruit était très haut. Rien ne m'a jamais fait plier après ça. Je passe d'ailleurs quelquefois pour une personne sans cœur, parce que je peux être dur dans mes décisions et froide comme un iceberg. Mais pour moi, une séparation, c'est pas la fin du monde. Si c'est pas le bon, au suivant. Une fois de plus, le parcours d'Audrey, et je trouve admirable, elle ne cède pas à la colère, à la haine. Elle suit son cœur, elle fait ce qu'elle peut comme elle peut le faire. Elle a toujours été présente pour ses enfants et pour les autres. Bravo, quelle classe. Je me suis longtemps demandé pourquoi la vie s'acharnait sur moi. Parce que c'était le sentiment que j'avais. J'avais l'impression que plus je tenais, plus il m'en arrivait pour me faire tomber. J'avais choisi pour cette incarnation de régler bon nombre de choses. C'est évident. Et avant d'arriver, j'ai pris soin de m'équiper de la bonne dose de force pour tout surmonter. C'est évident aussi. On arrive pour guérir, pour libérer des choses liées au karma, aux vies antérieures, pour les transmuter. Du coup, on arrive avec les problèmes, mais également sur les solutions. Et comme le fait Audrey, très justement, avec beaucoup de dignité, d'amour et de classe, je trouve, elle se concentre sur la recherche de solutions. Et en aucun cas, elle va se confondre dans ses difficultés, dans la mort de son enfant. Elle va mettre les choses en place pour faire le deuil, avec le temps et comme elle peut le faire. Seul, c'est ce que je croyais être. Mais personne ne tient debout sans l'aide de nos chers disparus.
sans l'aide de nos guides. Ils sont bien présents à nos côtés, même quand on n'en a pas conscience. Ils nous entourent de leur amour et nous aident à continuer. Et c'est ce que la vie me réserve. Est-ce que la vie me réserve encore des moments difficiles ? Sûrement. Mais elle me réserve aussi de très jolis instants. Des moments merveilleux dont je compte profiter pleinement. Suis-je à plaindre aujourd'hui ? Certainement pas. Ma vie a été chargée en épreuves compliquées, mais elle m'a aussi offert de superbes moments, des souvenirs fantastiques. Audrey, une fois de plus, va mettre en avant tout ce qui est riche dans sa vie, tout ce qui lui apporte joie, bonheur et amour. Et c'est ça qui va aider à traverser ces épreuves et à pouvoir trouver les solutions. Au cœur du problème, en règle générale, ça se trouve là. Branchez-vous sur l'amour, pas sur la colère. La colère va vous maintenir dans un état triste, dans un état négatif. La joie, dans la mesure du possible, l'optimisme, l'entrain, les rêves, pour vous et pour les autres, pour ceux qui restent. On n'est jamais seul. Même un bébé d'1 mois, lorsqu'il part, se présentera tôt ou tard. Une belle âme. Les âmes qui choisissent, ce sont des choix d'incarnation, de partir au bout d'1 mois ou 3 ans, ce genre de choses, le font pas pour eux, le font pour les parents, pour expérimenter la perte d'un enfant et le transmuter. Ce sont en règle générale des âmes très évoluées qui acceptent d'encer ce rôle pour vous. Faire subir ça, oui, mais également pour le transmuter. Dans ces épreuves, la souffrance est nécessaire. C'est elle qui va vous permettre de réagir, d'exulter ce qui va vous pourrir à l'intérieur. C'est le coup de pied au fond de la piscine qui va dire stop, j'en ai marre, il faut que ça cesse. La révolte. Pour se libérer. Du coup, cette souffrance, elle est nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire. Dans l'idée, n'y restez pas. Vous avez un genou à terre, relevez-vous. Vous êtes à plat ventre, mettez-vous à genoux pour vous relever ensuite, par étapes, comme vous pouvez le faire, comme Audrey a su le faire. Voilà, David, l'histoire que j'ai vécue. C'est la mienne. Chacun son deuil. Chacun son seuil de tolérance à la souffrance. Mon mail est très long, mais je tenais à te faire vivre au plus juste ce par quoi je suis passé. Comment faire un mail de 2 pages? C'est pas possible pour parler de la mort d'un enfant. Il faut prendre le temps. C'est normal. Les détails ont leur importance aussi. C'est pas juste un départ, c'est l'histoire de ma fille. C'est l'histoire de ma vie qui a basculé lorsque j'avais 24 ans. Merci Audrey de ta confiance, de m'accompagner dans cette vidéo. Merci à Jessie de nous avoir permis de nous rencontrer tous les deux. Je vous laisserai vous imprégner de l'histoire d'Audrey, de son parcours, de l'accumulation de difficultés, d'épreuves, de tests que la vie lui a mis dans les pattes, comment elle a su rebondir, comment aujourd'hui elle a 5 enfants, épanouie, comment elle est heureuse, comment elle rebondit, comment elle se souvient, comment elle aime. Quelle femme extraordinaire. Audrey m'a stupéfait à plusieurs reprises par ses prises de décision, le courage qui est en elle et l'amour qui l'anime. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler d'elle, de son parcours et de son bébé. Si elle a su surmonter cette épreuve, si vous êtes capable de le faire également, inspirez-vous de son parcours. Le vôtre sera différent, bien évidemment. Pas les mêmes sentiments, pas les mêmes douleurs, pas les mêmes circonstances. Elle s'est coincée quand même du début à la fin, je trouve. Elle a su faire face au pire. Beaucoup de dignité, beaucoup de classe, beaucoup d'amour. Mais quelle classe cette femme. Mon Dieu, quelle classe. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre son parcours, son témoignage en lumière, pour éclairer le vôtre, votre parcours. Ne restez jamais au sol, ne vous lamentez pas. Oui, c'est dur, oui, c'est cruel. Le cœur est brisé, prenez le temps. C'est une météorite qui vient vous fracasser. Seul le temps vous accompagnera. Avec le temps, l'intolérable devient tolérable et l'inacceptable devient acceptable. On n'oublie pas, on vit avec.
cicatrice sur la peau est indélébile. Elle est présente, on la voit. Mais quand on appuie, ça fait plus mal. On se rappelle, on se souvient, on vit avec. On vit sans eux. On vit avec notre peine. Et une fois de plus, la mort ne coupe rien. Elle va séparer, pendant plusieurs années, deux personnes. L'amour est indéfectible, est toujours présent. Vous pouvez le ressentir, vous pouvez les ressentir. Avec le cœur. Audrey l'explique, elle a souvent eu ce sentiment de ne pas être seule, que sa fille était présente, qu'elle lui apportait soutien, amour et courage. C'est évident. Ces âmes qui viennent vous demander de vivre un deuil parce que vous l'avez choisi aussi au niveau de l'incarnation, vous soutiennent derrière. Un enfant vous apportera beaucoup d'amour par sa présence, mais également par son absence. Il est intéressant de se rendre compte et d'en prendre conscience. La vie d'Audrey est enrichie par cette épreuve. Parce qu'elle l'a dépassée, parce qu'elle est derrière elle, parce qu'elle vit avec, parce qu'elle a compris certaines choses. Qu'elle n'a jamais succombé à la haine, à la colère, à l'intolérance, à l'incapacité de certaines personnes à dire ou à être ou à faire, leur maladresse, leur indélicatesse. Elle a toujours su, avec aussi ses manquements, c'est évident. Surtout qu'elle a du caractère, cette femme. Mais il faut avoir du caractère pour s'en sortir. Du coup, on utilise tout ça à bon escient. Et on regarde devant et pas derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose. Une once d'espoir permettra de vous accompagner dans votre parcours. Voilà. Merci Audrey. Bravo pour ce que tu as su vivre. Merci pour ton témoignage. Il est évident que tu seras une source d'inspiration pour plein d'autres mamans et d'autres papas. Merci. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.